Voilà, donc nous poursuivons le texte. Tunc, tunc uxor egregia, exangui formigine trepidantem alterum alveoli cneo, quo frumenta contus apoceri consuerant, temere propter iacentis suppositum abscondit. Bon là, la phrase est assez longue. Donc quand une phrase est très longue comme celle-là, c'est rare chez Apulé, mais il faut absolument trouver un truc pour la couper. Donc on va regarder ce qu'on peut isoler. Alors déjà ici, vous voyez que vous avez un pronom relatif. Quo. Donc pronom relatif, on va mettre des crochets et déjà ça va nous permettre de réduire considérablement la phrase. Bon, on regarde un petit peu ce qu'on a d'autre. Est-ce qu'on a deux verbes? Ce serait bien qu'on ait deux verbes dans ce qui reste. Hein. Donc uxor egregia exangui formigine trepidantem adulterum alveoli cneo. Non, pas de verbe. Temere propter iacendi suppositum abscondit. Un seul verbe. Donc on a un seul verbe, malheureusement. Donc abscondit, c'est le verbe caché, qui est abscon en français. Hein. Donc au présent, indicatif présent, pour une personne du singulier. On va donc chercher le sujet. Alors on sait qu'en latin, le sujet est généralement placé au début de la phrase. Donc on va regarder ce qu'on a un sujet. Tunc veut dire alors, c'est un mot invariable, on s'en fout. Uxor, ouais, uxor peut être au sujet. Donc ça vient de uxor uxoris, au nominatif féminin singulier, ça veut dire la femme, l'épouse. D'ailleurs c'est marrant ça, enfin je vous l'ai peut-être déjà dit, mais dans les appellations, on voit ce qu'ils pensaient en fait. Hein. Donc vous avez tout d'abord le infants. Infants, on ne fait même pas la différence entre garçon et fille. C'est le truc qui parle pas encore. Vous avez le in qui est privatif et puis un verbe qui n'existait plus à l'époque classique, mais qui était un verbe faré, le verbe parler. Donc c'est celui qui n'est pas encore capable de parler. C'est un participe présent, infants. Donc garçon ou fille, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt, ça parle pas encore. On s'y attache pas. Après, on fait la distinction. Vous avez le puer, le petit garçon, et la puella, la petite fille. Donc puer, puella, c'est celui qui n'a pas encore de caractère sexuel. On retrouve la racine pou, qui sert aussi à désigner les organes génitaux, les pudenda, les choses pudiques, les choses dont on ne pourra pas parler. Ensuite, les caractères sexuels apparaissent. Et donc, le garçon va devenir normalement un juvenis, donc un jeune homme. Mais enfin, généralement, on continue quand même à l'appeler puer. La petite fille, la fille, elle, une fois que les caractères sexuels apparaissent, va devenir la Virgo, la Vierge. Elle est bonne à marier. Donc, c'est-à-dire qu'elle est puella jusqu'à l'apparition de ses règles, et après, elle est bonne à marier, donc elle est Virgo, elle est Vierge. Ensuite, elle va être mariée. Alors, une fois qu'elle est mariée, eh bien, elle devient la moulière. Donc, la moulière, ou uxor. Mais le mot le plus courant, c'est le mot moulière. Une fois qu'elle est mère, elle devient la matrone. Donc, matrone, vous retrouvez la racine de mater. Et une fois qu'elle n'est plus mère, c'est-à-dire une fois qu'elle est ménopausée, eh bien, elle devient l'anus. Donc, anus, comme l'anus en français, hein, donc la vieille. Et c'est le même mot en latin qui désigne la vieille femme, anus, et l'anus. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu tous les jeux de mots, les blagues qu'ils ont pu faire là-dessus. Hein. Et ça vous montre en même temps ce qu'ils pensaient des vieilles femmes. Donc, les vieilles femmes, celles qui ne sont plus propres à avoir des enfants, n'ont plus aucune valeur marchande, je vais dire, puisque on conclut des alliances avec les mariages entre grandes familles. Donc, ça avait énormément d'importance. Une femme, généralement, était mariée 3 ou 4 fois dans toute sa vie, peut-être même plus, hein, à l'époque républicaine, à la fin de l'époque républicaine, au début de l'époque impériale. Donc, elle n'a plus aucune valeur, donc c'est du caca, c'est anus. D'accord? L'homme, lui, une fois qu'il est en âge d'être marié, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a les caractères sexuels bien développés, il devient le adolescens. C'est l'âge auquel généralement il fait son service militaire. Donc c'est-à-dire adolescens, c'est de 16 à 24 ans. Et puis une fois qu'il se marie, eh bien il devient le vir. Et là il prouve qu'il est capable d'avoir des enfants puisqu'il en fait. Donc là il devient vir après donc vers 24 ans. Alors dans les faits, généralement, les filles se mariaient vers 16-17 ans et les garçons vers 24 ans, entre 24 et 35 ans. Ok. Une fois qu'il n'est plus capable d'avoir des enfants, il n'est plus vir et donc là il devient sénex. Ok. Bon, donc alors l'épouse, et puis on regarde un petit peu ce qu'on a à côté. On a avant la virgule egregia. Egregia est probablement l'adjectif de uxor. Donc alors l'épouse, egregia, honorable. Évidemment, ici, c'est ironique. Elle n'est pas honorable du tout puisqu'elle a un amant. Donc, alors, l'épouse honorable cache, abscon, cache. Donc, elle cache
quoi? On va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On cherche le CD. Donc, on a suppositum. Est-ce que suppositum peut être CD? Oui, avec une terminaison en UM. C'est effectivement une terminaison d'accusatif. Donc, ça peut être notre CD à l'accusatif masculin singulier. Suppositum, je suis sûr que vous y avez pensé. C'est ce qui a donné le suppositoire en français. Donc, suppositoire, ça vient en fait du verbe ponere. Ponere, pono, ponui, positum. Posui, positum. Et puis, vous avez sub, qui veut dire par derrière. Donc, ponere, c'est le verbe placer. Sub, par derrière. Donc, ou sous. C'est plutôt en dessous, hein, donc sub. Donc, c'est ce qu'on place par en dessous. Donc, c'est le suppositoire. C'est vraiment le truc qu'on s'introduit par le trou d'en dessous. C'est de là que vient le mot suppositoire. Alors, j'attire votre attention là-dessus parce que vous aurez tous des gosses, du moins je l'espère, et vous devrez tous utiliser à un moment ou à un autre des suppositoires pour vos enfants. Le suppositoire, on oublie souvent de le dire, mais il y a un sens. Et le sens n'est pas forcément le plus logique qui apparaît. C'est-à-dire que la plupart des parents, quand ils mettent un suppositoire, le mettent à l'envers. C'est-à-dire que le suppositoire, il a une forme fuselée. Donc, c'est-à-dire que vous avez un bout qui est très arrondi, comme une demi-sphère, et un autre bout qui est en forme de pointe. Et donc, les parents, généralement, rentrent d'abord le côté qui est en forme de pointe, parce que ils se disent c'est plus étroit, donc ça rentrera mieux. En fait, pas du tout, c'est l'inverse. La forme fuselée du suppositoire est conçue pour que le suppositoire s'enfonce et ne ressorte pas. C'est-à-dire que vous mettez d'abord le bout le plus gros, celui qui est en forme de sphère, et la forme conique du reste va faire en sorte que ça va s'enfoncer dans le corps plus rapidement et pas ressortir par un réflexe naturel. D'accord? Donc ça, vous ferez quand même attention. J'ai été victime des suppositoires mis à l'envers pendant toute mon enfance. Donc c'est pour ça que je vous en parle, un gros choc psychologique. Bon, peu importe. Donc après cette petite digression étymologique, on va poursuivre. Donc suppositum. Le problème c'est que ça vient d'un verbe. Donc ici c'est un PPP, à l'accusatif masculin singulier, qui va exiger la présence sans doute d'un ablatif, puisqu'on a quand même sub devant. Donc sub avec attraction modale, ou si vous voulez le B s'est transformé en P parce qu'il était suivi par un P. C'est pour ça que vous avez deux P en français aussi. Hein. Donc on a ce sub qui exige la présence d'un ablatif. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher un CC de lieu à l'ablatif, mais aussi un nom commun avec lequel suppositum pourrait aller, et suppositum servirait d'adjectif à ce nom commun. Donc on doit chercher les deux. Alors, on va regarder un petit peu ce qui nous reste. Donc un accusatif ou un ablatif. Bon, ici on a yakenti. Yakenti, est-ce que ça peut être un ablatif ou un accusatif? Un accusatif, c'est hors de question, c'est impossible, avec une terminaison en i. Par contre, on sait que on a à la troisième déclinaison les adjectifs de la deuxième classe. Pardon, je recommence, c'était pas français. Par contre, on sait que les adjectifs de la deuxième classe ont un ablatif en i. Donc, yakenti peut tout à fait être à l'ablatif. Donc, c'est un ablatif neutre, singulier, c'est le CC introduit par suppositum, par le sub. Ok. Le problème, c'est que c'est aussi un PP, c'est aussi un participe présent ici, et donc il va servir d'adjectif à un nom. Donc il nous manque toujours ce nom. Alors propter et téméré sont des mots invariables, nos qu'on ne s'en occupe pas, donc ça veut dire à proximité propter, qui est proche aussi en français, vous retrouvez la racine, et téméré sans raison. On saute la P2 relative, et on regarde ce qu'on a devant. Ligneo, alvéo. Les deux mots ont la même terminaison, ils vont probablement ensemble. Est-ce qu'ils peuvent être à l'accusatif ou à l'ablatif? Oui. Alvéo, ligneo, ils peuvent tous les deux être à l'ablatif neutre singulier. C'est le fameux CC introduit par le sup de suppositum. Ok? Et donc yakenti est un participe présent qui sert ici d'adjectif pour ce groupe alvéo, ligneo. Notre groupe nominal, alvéo, ligneo, yakenti, est coupé en deux par une proposition relative. Alors c'est logique puisque l'antécédent du pronom relatif, c'est un mot de ce groupe nominal. Donc c'est tout à fait logique en latin. Ok? Donc on a déjà trouvé le CC de lieu introduit par le sub de suppositum. Il nous manque juste le CD de abscondit et auquel se rapporterait suppositum. On regarde ce qu'on a devant. Adulterum, ouais, adulterum, ça fonctionne bien. Ça peut tout à fait être un CD à l'accusatif masculin singulier. Et puis on regarde ce qu'on a encore devant, et on a trepidantem. Trepidantem peut aussi faire partie du groupe nominal CD à l'accusatif masculin singulier. Donc